Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler de ma biographie écologique du Congo jusqu'en France. Mesdames, Messieurs, je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à l'hôpital général. Je pense que je serais né dans de bonnes conditions puisque nous sortions de la période coloniale. Mes parents habitaient alors à Winzé, le 5e arrondissement de Brazzaville, sur la rue Makoko. Mesdames, Messieurs, donc c'est suite à cette période postcoloniale que mon père nous amena au village. Donc, je lui ai d'ailleurs demandé la question de savoir pourquoi tu nous as amenés au village en 1968. Il m'a d'ailleurs dit en 1974 que c'était suite à la dégradation de l'environnement sociopolitique congolaise, parce qu'il y a eu d'abord l'histoire de la guerre civile de 1959 entre le nord et le sud, surtout entre les Lari et les Mboshi. Jacques Opango, Mboshi et Yulu Lari. Donc, quand il y a eu des embrouilles entre Mariengwabi et Massamba Deba, il a dit, en 1968, il a dit non, mes enfants, je vous amène au village. Donc, il a amené ma grande sœur, et moi et ma petite sœur, ma défaite petite sœur. Donc, je suis né en 63, ma grande sœur en 1961, et cette petite sœur serait née en 1965. Donc elle est morte, je pense, en 1972. Bon, après il y a eu deux autres, c'est-à-dire le petit frère qui serait né en 67 et une autre sœur qui serait née en 1970 et le dernier de même père et même mère en 1972. Mesdames, Messieurs, donc nous arrivions au village, donc je ne connaissais rien, donc nous sommes installés au village, au kilomètre 18, au kilomètre 18 de Makwa, c'est-à-dire en allant vers Wesso, le nord du Congo, sur la nationale 2, entre la rivière la Likola Mosaka et la rivière Mambidi. Donc j'ai vécu dans un écosystème qui était à l'interface entre la savane et l'entrée de la jungle équatoriale. Vous savez que le Congo, Brazzaville, fait partie des pays du bassin du Congo. Le deuxième piment planétaire. Voilà. Donc le bassin du Congo, c'est comme l'Amazonie de l'Afrique. Donc j'ai été à l'interface de cela. Donc en 1972, donc, je rentre à l'école primaire à l'âge de 9 ans. Et donc en 1977, je suis premier de mon village et j'ai fait l'école primaire de Péré, Moali. Donc je suis admis au concours d'entrée au 6e et des CP, voilà. Donc j'étais le premier de ma promotion. Donc je rentre au collège Edouard Ombeta de Makwa en 77, en octobre 77. Donc je fais le collège à Makwa, puis une partie du lycée, au lycée Salvador Allende de Makwa. Sachant que Makwa, c'est une ville qui est située à cheval sur l'équateur. C'est d'ailleurs le premier centre administratif colonial du Nord qui avait bénéficié de toutes les infrastructures coloniales. Donc il y avait un centre administratif, des écoles primaires, un collège, un lycée et puis un séminaire. Sans oublier les réseaux d'adduction en eau et aussi des réseaux d'électricité,
des stades et tout ça. On avait tout ça. Donc toute la classe politique congolaise du passé et peut-être d'aujourd'hui, la plupart ils avaient étudié à Makwa parce que les gens qui étaient à Makwa venaient de toutes les régions du nord, c'est-à-dire la région de la Kivette et aussi, donc Makwa fait partie de la région de la Kivette et aussi des régions des plateaux et de la Songa. Mais par contre, ceux qui venaient de la région de la Likola allaient tous à Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc j'ai vécu dans cet environnement, sachant que mon père, dans ma zone Tibet, parce qu'à Makwa, il y a des Makwa centres qu'on appelle Makwa Penda, il y a aussi Makwa Opa. Donc je fais partie de ce Makwa Opa, dont on connaît les illustres hommes comme le Oxès Konga et tous les autres, voilà. Donc nous sommes dans la même tribu, Satuno Kabe et tout ça, c'est les mêmes gars qu'on connaît de cet environnement-là. Et d'autres qui servent aujourd'hui le régime Sassou Nguesso. Bon, donc, nous avons une proportion d'intellectuels et autres qui en majorité étaient tous de Makwa. Parce que quand on voit ceux qui ont aujourd'hui 30 à 80 ans, les intellectuels, hommes politiques, non, tous ont été formés à Makwa. Donc j'étais dans un environnement où j'étais au village. Quand je suis rentré à l'école, au collège, donc j'ai passé la semaine à Makwa, centre, mais les week-ends et un week-end sur trois ou les vacances, j'étais au village. Donc j'allais faire souvent la pêche, la rivière Montbili, et la chasse aussi, et la chasse au filet, et tout ce que vous connaissez. Donc, je connaissais bien l'esprit de la forêt. Donc, quand je suis au lycée, en classe de première, donc j'étais à deux pas de terminer mon cycle du second degré. Et là, j'avais formé un petit PM, un environnement à moi, qui était une petite goura, où j'avais 800 hectares et que j'ai cultivé du manioc et tout ça, que j'ai amené tous les gens qui venaient de toutes les régions du Nord Congo, qui étaient au lycée avec moi, qui venaient de temps en temps faire la culture, la société avec nous. Même d'ailleurs, quand il y a eu l'arrivée du président Mitterrand en 1981, nous étions tous là à repenser le monde de demain à l'échelle congolaise. Donc j'étais là, à l'interface entre cela et là. Donc je connaissais la pêche, je faisais la pêche, les vacances d'été, comme on appelle en France ou en Occident. Mais nous là-bas, c'est la grande saison sèche. Donc j'allais faire la pêche et à la rentrée, en septembre, je venais vendre le poisson à Makwa, au centre-ville, et que après j'achetais mes fournitures scolaires et en même temps pour entretenir pour manger et autres. Donc un week-end sur trois, j'allais au village, aller chercher du manioc, la viande, des brousses et tous les légumes et tout ça. Je venais pour faire ça. Donc ce n'est qu'en 84, et quand j'ai eu un monsieur en première, j'étais en première, et c'est là qu'il y a des gens, une secte qui est venue me dire qu'il y avait des sorciers dans mon écosystème Agora et qu'il y a eu une brutalité énorme sur ma personne parce qu'on dit que j'étais un sorcier. En réalité, c'était un ami qui était devenu un patron de cette secte, Isaïe, qui m'a dit, oh, il y a des sorciers ici. Donc il y a eu un saccage de l'endroit que je vivais parce que je venais de l'école au lycée Salvador Allende. Et donc j'ai eu des gens qui sont venus me brutaliser et saccager toutes mes affaires. Et donc à ce moment-là, donc je me suis réfugié chez ma tante maternelle, étant donné que j'avais la petite sœur de le petit frère de ma mère, qui était d'ailleurs d'abord chef, il travaillait au trésor public, après il est devenu chef du service du budget congolais. Et donc il a dit non, mais tu restes pas là-bas et tu viens. Donc j'étais tout malheureux. Donc à ce moment-là, je suis allé à Pointe-Noire, fini mon lycée. Et donc je peux vous dire que déjà en 6e, j'étais déjà chef de classe, puis en 5e, et
puis au lycée Karl Marx à Pointe-Noire, j'étais chef de classe de terminale. Donc j'ai eu mon bac là-bas, à Pointe-Noire. Et donc quand je reviens à Brazzaville, ma ville natale, et donc mon oncle qui était un gros bonnet des services du budget congolais, chef des services du budget congolais, hein, donc ministère des Finances et des budgets. Voilà, donc il m'a trouvé par les passes droits, donc il m'a trouvé 4 bourses. La première bourse c'était aller faire des études de police militaire en RDA. Donc j'ai refusé. Et la deuxième bourse, c'était pour aller faire infanterie à Odessa, en URSS. J'ai refusé. La troisième bourse, c'était faire une formation militaire, je ne savais même pas ce que ça veut dire, à Cuba. J'ai refusé. La troisième, c'était aller faire médecine en Chine. J'ai refusé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, non, je vais aller en France. Ah oui, tu veux aller en France, c'est trop tard. Donc pour aller en France, tu dois aller à la faculté des sciences. Là-bas, il n'y a que des Bakongos qui sont à la faculté des sciences. Tu ne vas pas réussir là-bas. J'ai dit non, mais je fais la science. Donc si je vais là-bas, la science, il n'y a pas de... Dans la science, il n'y a pas de... 1 plus 1 égale 2. Donc moi, si j'ai un cerveau, ils ne vont pas me détruire ça. Dire, oh, mais tu rigoles. Il n'y a pas beaucoup de nordistes qui réussissent dans cette fac des sciences à caractère sur 10 et Tibalis sur 10. J'ai dit non, je vais aller. Donc, il m'a dit, bon, ben, écoute, tu vas. Bon, écoutez, il m'a dit non. Mais va faire le concours de l'INISA pour être médecin. Bon, donc il a dit que pour que tu surveilles, bon, donc il faut que tu ailles faire ce concours-là. Donc, j'ai dit non, mais je voulais aller en fait en Europe. J'ai dit non, mais je ne veux pas faire médecine. En fait, je ne voulais pas être médecin. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé comment on appelle, faire le concours, mais en réalité c'était du caviar, mais j'ai refusé. J'ai refusé de faire d'admettre à ce concours parce que je voulais aller simplement à la fac des sciences. Il m'a dit non, mais il va pas à la fac des sciences, je veux que tu deviennes économiste et autres. J'ai dit non, je vais à la fac. Donc je rentre à la fac des sciences et à ce moment je passe bio, la fac des sciences. Je deviens même d'ailleurs, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la fac des sciences de l'université Maringouabi tout au long de mon cursus universitaire à la fac des sciences. Et après, quand j'ai fini là-bas, en biologie, et donc je suis allé enseigner au lycée d'Apo-Rouge, hein, qui aujourd'hui on appelle le lycée Chaminade, et j'ai participé à la conférence nationale souveraine de 1991. Donc j'étais en alternance entre les cours au lycée et aussi la conférence nationale. Après, quand j'ai eu ça, j'ai vu qu'il y avait des perspectives de la démocratie, étant donné que la conférence de la BOL, dont Mitterrand avait déjà initié en 1990, et donc on a été dans un processus de la fin de la guerre froide, et donc j'ai compris qu'il y avait des perspectives de devant. Donc je rentre en France en fin 1991 et jusqu'à nos jours. Mais quand j'arrive en France, donc je suis arrivé un peu plus tard, donc je m'installe à Bordeaux, et donc il passe une année blanche, et après je repars à Reims parce que j'avais une femme de l'université de Paris Sud qui s'appelait Madame Parvez. Elle m'a dit que je vous trouve une maîtrise de biologie à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Et donc j'y vais là-bas à la rentrée septembre 92, et donc j'arrive là-bas et dis non, mais si vous voulez faire biologie, il n'y a pas de biologie ici, mais pourquoi vous a envoyé là? Donc c'est des maîtrises des sciences naturelles. Donc pour avoir cette maîtrise, vous devez faire des certificats de géologie. Donc je dis non, mais oui, c'est pas un problème. Mais en plus de ça, ils m'ont demandé d'ajouter un certificat de spécialisé en microbiologie. Donc je n'ai pas de problème. Donc côté de la bourse, comme c'était pas possible, donc ils m'ont coupé la bourse. Donc j'ai dit non, c'est pas un problème. Donc je fais la maîtrise de sciences naturelles, de géologie, biologie, aujourd'hui on appelle sciences SVT. Et donc j'ai fait tous les certificats, je passe bio tous ces certificats, et en maîtrise de sciences naturelles, j'ai fait ma mémoire de maîtrise en mycologie à la pharmacie, à la faculté de pharmacie de Reims, chez le professeur Philippe Boucher.
Et donc, quand j'ai reçu ça, les professeurs Boucher me disent non, mais tu es vraiment déterminé et très motivé et intelligent. Donc, je vais te trouver un 2A en, en œnologie à Bordeaux. Bon, j'ai dit non, non, je ne vais pas faire œnologie. Voilà. Donc, sinon, vois avec Madame Pervez, il va te trouver un 2A en biologie cellulaire et moléculaire à l'université d'Orsay, Paris Sud. Donc, j'ai dit non, mais ça peut être une option. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une maîtrise, un DSS environnement, développement durable à l'université Cergy-Pontoise, fac des sciences sur l'environnement, j'ai postulé et c'est là que j'ai réussi. Et donc j'ai fait, je suis allé là-bas, donc j'ai fait la maîtrise, DSS environnement, développement durable à l'université de Cergy-Pontoise, pôle sciences techniques et environnement. Donc là, j'ai trouvé une bourse, un stage là-bas à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et c'est là que nous avons, avec l'équipe des Boss et de Jacques Vigneron, et nous étions les pionniers de l'écologie et du développement durable. Donc j'ai participé à l'époque aux premières journées du développement durable, les premières assises du développement durable qui s'est passé à l'université de Cergy-Pontoise, et non à Cergy-Pontoise, et il y avait tous les partenaires du développement durable. Donc nous avons fait ces premières assises, j'ai participé au T-Select de Dunkerque, de Lille, et les Polytech Lyon, et de tout ce que vous connaissez. Sans oublier qu'en maîtrise, j'ai participé à tout ce qui concerne la géologie, la biologie, les stages de géologie et des géologies dans les Alpes et tous ces environnements et tout ce qui concerne aussi les problèmes de traitement des eaux usées en maîtrise et sans oublier surtout au niveau de la maîtrise. Donc j'étais à l'ADEME, donc j'ai fait un rapport à l'ADEME sur les questionnements, les problématiques et les enjeux du développement durable en ce qui concerne le traitement des déchets ménagers et assimilés en Île-de-France, c'est-à-dire en région parisienne. Donc j'ai fait tout cela, donc j'étais à l'ADEME et donc en même temps que je faisais mes trucs d'écologie, donc j'ai fait plein de choses là-dedans. Donc en parlant toujours de l'ADEME, donc j'ai fait un rapport sur les traitements de déchets ménagers et assimilés en région parisienne, les cycles de vie énergie matière, des 10 commandements du développement durable tels qu'ils ont d'abord été pensés par le professeur Jacques Vigneron en tenant compte de son livre qui s'intitulait sur les statuts des déchets en France avec Birsten et tout ça. Donc nous avons pensé ces choses-là. Donc à l'époque, en 96-97, donc le problème d'écologie et de développement durable n'était pas encore dans les idées des politiciens, des politiques en France et autres, et même d'ailleurs à l'échelle mondiale. Nous étions partis sur l'idée de la conférence de Stockholm en 72 sur en ce qui concerne les problématiques environnement, pensée locale et puis entretenir ce cadre local à l'échelle globale. Donc l'environnement est d'abord un cadre local, individuel et autre, mais il pensait local et pensée global, puis global. Donc nous étions dans cet écosystème-là. Donc j'étais toujours là, dans ce sens-là. Donc je ne suis pas arrivé à l'environnement par hasard. Je connais l'esprit des forêts. Je suis un scientifique environnementaliste. Et sans oublier mes études de philosophie naturaliste et autres, tout ce que j'ai fait par la suite. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous devons réformer et repenser nos mentalités, nos habitudes et comportements en ce qui concerne le cadre de vie, les problèmes des écosystèmes urbains et naturels d'ailleurs. Oui, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de pensée, d'éducation, de formation, des stations de matière, de production, de
transport et du rejet de l'environnement en tenant compte des cycles de vie énergie-matière. Qu'allons-nous laisser pour les générations futures? Je ne veux pas parler des problèmes des normes, que ce soit les normes qualité, 9000 points, et les normes environnement, les normes 14 000 points, les questions, tout ça. Tout est à repenser à cet écosystème urbain. Parce que qu'allons-nous laisser pour les générations futures? Un cadre de vie qui sera légèrement interdépendant. Donc, pensez développement durable, pensez d'abord individu d'abord. Pensez nature, pensez interaction et cycle de vie, énergie, matière d'abord. Pensez développement durable, pensez nature et société d'abord. Pensez développement durable, pensez écosystème, biodiversité culturelle et sociétale d'abord sur différentes échelles, individuelles, collectives, nationales, continentales et planétaires, et voire même spatiales. Mesdames, Messieurs, donc je suis qu'un esprit, je ne suis qu'un cri qui connaît bien les espaces et milieux humains et aussi naturels. Donc nous devons repenser ça dans un cadre collectif pour repenser le monde de demain ensemble, en tenant compte que pour protéger ou inventer le passé et le présent et le futur, nous devons d'abord protéger l'humain et la nature d'abord. Parce qu'au cœur de l'enjeu est question de biomimétisme. Le biomimétisme est l'art de copier la nature. Parce que la nature a eu des milliards d'années à remodeler, à repenser des modèles existants que nous découvrons d'ailleurs aujourd'hui, qui seront toujours là au cœur de ces écosystèmes ou de ces macro-écosystèmes humains, naturels et supra-humains et supranaturels, c'est-à-dire l'univers. Mesdames, Messieurs, donc, la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Nous avons besoin de la nature, de l'eau pour vivre. Nous avons besoin de l'air pour respirer. L'air n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'air. Bon, donc nous devons remettre en cause et repenser les problématiques, surtout des cycles de vie énergie-matière. Parce que ces cycles de vie énergie-matière sont au cœur de ce que j'interprète comme l'existentialisme universel, ou bien d'ailleurs philosophique et écosystémique planétaire. Mesdames, Messieurs, je ne suis qu'un esprit, l'esprit de la forêt, du bassin du Congo, qui est quelque part en France et qui demain sera peut-être là pour repenser les nouvelles solutions universelles pour que nous léguons aux générations actuelles et futures un cadre nouveau et existentiel universel. Parce que nous n'allons pas consommer indéfiniment la nature et de manière abusive comme ça, en entretenant des monstres, des dictatures, autres. Parce que notre modèle économique basé sur l'exploitation abusive des écosystèmes naturels est terminé. Parce que l'enjeu, ces cycles, qui sont d'ailleurs plus longs, ils ont eu des milliards d'années pour se réformer. Donc nous devons rentrer dans le cadre du biomimétisme parce que comprendre les modèles d'intelligence qui ont été formés et réformatés par la nature, en tenant compte de nos modes de production, de nos modes de consommation. Parce que tout ce que l'humanité produit comme biens et matériaux ont tendance à perdurer, alors que la nature a toujours été là pour la biodégradabilité. Mais nous ne sommes plus capables de comprendre les cycles de biodégradabilité. Biodégradable. Donc nous devons mettre tous les processus là pour que nous, ensemble, malgré nos intérêts particuliers ou partisans, raciaux ou voire même antagonistes, complémentaires et synergiques, nous devons remettre ça en cause et aussi repenser parce que le monde que nous avons créé et que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être réformé sans repenser nos modes de pensée. C'est-à-dire au niveau d'abord de l'éducation que je l'ai dit d'ailleurs. L'éducation doit être au cœur de l'enjeu.
l'éco-citoyenneté, remettre les gens à l'auto-limitation. Non, on n'est plus dans le modèle de surconsommation. Non, ça ne sert à rien. Bon, les gens ils peuvent rêver et dire, moi, ben, j'ai les biens matériels, j'ai tout. Non, le monde d'aujourd'hui, les inégalités, le mal-être et autres. Non, en passant les mal-être des uns des autres, ce n'est pas le niveau d'activité ni le niveau de confort, mais c'est le niveau des inégalités. Plus il est fort, plus le sentiment de mal-être est très fort. Donc nous devons